Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le jeudi 14 août 2025 et notre ami Alex Kreiner est de retour parmi nous. Bienvenue à nouveau, Alex. Merci pour l'invitation, Nema. C'est toujours un plaisir de te rejoindre. Alex, je peux te confier que tu es peut-être le seul invité qui reste encore positif sur ce qui se passe. Est-ce bien le cas? Et, avant de répondre à la question sur ce qui se passe entre les États-Unis et la Russie, et sur la réunion qui devrait avoir lieu en Alaska, ainsi que sur la façon dont Donald Trump voit les choses, en tenant compte de toutes ces pressions qui s'exercent sur Donald Trump et Vladimir Poutine à propos de cette réunion. Voici ce qu'a déclaré Donald Trump. Je pense que cela peut nous donner une idée de ce qu'il a en tête. Oui, il y en aura. Il y aura des sanctions, des tarifs douaniers, il y aura, je n'ai pas besoin de le dire, il y aura des conséquences très sévères. Oui. Non, tout le contraire. Non, non. Nous avons eu un très bon échange. Il était sur l'appel. Le président Zelensky était sur l'appel. Je noterai cet échange à 10. Vous savez, très très amical. Je connais les dirigeants car j'étais à l'OTAN, comme vous le savez. J'ai fait passer les contributions de 2% à 5%, 2% qui n'étaient pas payés, 5% qui le sont, ce qui représente des milliers de milliards de dollars en capacité de défense. Non, il a toujours été prévu que je rencontre le président Poutine, puis après cela, que j'appelle les dirigeants et le président Zelensky. J'appellerai le président Zelensky, puis j'appellerai, probablement dans cet ordre, les dirigeants. Il y a de très fortes chances que nous ayons une seconde rencontre qui sera plus productive que la première, car la première, c'est pour savoir où nous en sommes et ce que nous faisons. Encore une fois, c'est la guerre de Biden, ce n'est pas ma guerre. C'est lui qui nous a embarqués là-dedans et cela n'aurait jamais dû arriver. Cette guerre n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Mais les choses sont ce qu'elles sont et je suis là pour régler ça. Je suis là pour y mettre fin. La semaine dernière, 6 000, 7 000 personnes, 7 213 personnes ont été tuées, principalement des soldats. Mais des missiles tirés sur des villes n'arrangent pas les choses non plus, même si surtout ce sont des soldats, ukrainiens et russes. Ce ne sont pas des soldats américains. Mais vous savez, si nous pouvons sauver beaucoup de vies, ce serait une grande chose. J'ai mis fin à 5 guerres au cours des 6 derniers mois, et en plus de cela, nous avons anéanti la capacité nucléaire de l'Iran. Nous l'avons totalement oblitérée. Et, soit dit en passant, c'est bien le mot juste, car certains médias ont dit peut-être que ce n'était pas une oblitération. C'en était une. Et nous allons nous rencontrer. Je dirais que si la première rencontre se passe bien, nous aurons rapidement une deuxième rencontre. J'aimerais que cela se fasse presque immédiatement et qu'il y ait une rencontre rapide entre le président Poutine, le président Zelensky et moi-même, s'il souhaite ma présence. Ce serait une réunion où les choses pourraient peut-être être totalement réglées. Mais la première rencontre ne permettra pas de tout résoudre. De grandes avancées peuvent être obtenues lors de la première. Ce sera une rencontre très importante. Mais elle préparera la table pour la seconde. Je pense que si la seconde rencontre a lieu. Mais il se peut qu'il n'y ait pas de seconde rencontre. Car si je juge qu'il n'est pas approprié de la tenir, parce que je n'ai pas obtenu les réponses nécessaires, alors nous ne la tiendrons pas, je vais vous dire. J'ai eu cette conversation avec lui, j'ai eu beaucoup de bonnes conversations avec lui, puis je rentre chez moi et je vois qu'une roquette a frappé une maison de retraite ou un immeuble d'habitation et que des gens gisent morts dans les rues. Donc, je suppose que la réponse à cette question est non. Car j'ai déjà eu cette conversation, je veux mettre fin à cette guerre, c'est la guerre de Biden, mais je veux y mettre fin. Je serai très fière d'y mettre fin, tout comme aux 5 autres guerres que j'ai stoppées. Mais je suppose que la réponse à cette question est probablement non. Alors, Alex, je pense qu'il a parlé de tout ce qui tourne d'une façon ou d'une autre dans son esprit. Quelle est ta lecture de ce qui pourrait arriver ou de ce qui risque d'arriver avec cette rencontre? Je pense que la première rencontre ne produira pas de résultats très significatifs. C'est-à-dire que je ne m'attends pas à ce qu'une annonce très très importante soit faite. Mais
Pour revenir à la question vraiment importante, est-ce que je reste positif sur ce qui se passe ou non? Oui, je le suis. Et je vais expliquer pourquoi. Nous sommes au milieu d'un brouillard de guerre informationnelle. Et je constate que beaucoup de personnes, même des gens très instruits, très expérimentés, et qui suivent les événements avec beaucoup d'attention, ne sont pas sûrs de ce qui se passe. Ils ont du mal à déchiffrer les événements, en particulier les intentions de Donald Trump. Et donc, je pense qu'il est très important de toujours garder à l'esprit, comme base pour toute analyse, la caractérisation très juste du conflit actuel dans le monde. Un conflit entre deux systèmes de gouvernance. Et je ne l'ai pas inventé. Cela a été répété par de nombreux responsables, décideurs et dirigeants occidentaux, y compris George Soros et Kurt Volker, ancien ambassadeur des États-Unis auprès de l'OTAN, qui le présentent comme une opposition entre démocratie et autocratie. Je pense que la vérité, c'est qu'il s'agit d'un système colonialiste occidental contre tous les autres. Et ce système colonialiste occidental a une continuité de 500 ans. Il trouve son origine en Europe occidentale. Et encore aujourd'hui, son centre spirituel, stratégique et philosophique reste l'Europe occidentale, la City Londres en particulier. La logique de ce conflit impose à toute personne impliquée de choisir son camp. On ne peut pas être majoritairement d'un côté, mais un peu aussi de l'autre. Il faut être soit totalement dans le camp colonialiste, soit totalement contre lui. Et je pense que c'est là que se situe Trump. Il est soit d'un côté de ce conflit, soit de l'autre. Prenons par exemple Israël. Israël est entièrement le produit du colonialisme occidental. C'est un projet de colonisation de peuplement, mis en place par l'Empire britannique à la fin de sa dernière incarnation, et qui a préparé le terrain pour la création d'Israël dès la seconde moitié du XIXe siècle. Nous avons ensuite eu la déclaration Balfour. Nous avons eu les accords Sykes-Picot, qui ont tracé les cartes du Moyen-Orient, créant des nations artificielles en 1916. Nous avons eu la déclaration Balfour en 1917, puis la création d'Israël en 1948. Et aujourd'hui, il peut sembler que Trump, ou disons le gouvernement des États-Unis, soit totalement dévoué à Israël. Que ce soit une administration Make Israel First, Make Israel Great Again, que, pour elle, Israël compte plus que les États-Unis. C'est ainsi que cela peut apparaître. Mais je ne me fie pas à ces apparences, car elles n'ont aucun sens. Israël est en train de mourir. Israël est au bout du rouleau. Rappelez-vous, en 2012, Henry Kissinger a déclaré « Dans 10 ans, il n'y aura plus d'Israël ». Et ce n'est pas seulement Henry Kissinger. Ce sont donc les 17 agences de renseignement américaines qui ont réalisé une étude majeure sur la question d'Israël, et en 2012, elles ont publié un rapport de 82 pages qui est arrivé à une conclusion sans équivoque. Les intérêts d'Israël et les intérêts des États-Unis sont pratiquement à l'opposé l'un de l'autre. Vous savez, ça ne fonctionne pas. La raison pour laquelle ils donnent l'apparence de soutenir Israël, c'est qu'au niveau intérieur, ils ont un bloc électoral très important, très puissant et très fanatique, dévoué à Israël. Et on ne peut pas s'opposer à eux. Vous savez, on ne peut pas les affronter de front et leur dire « Vous savez quoi, votre précieux Israël, on va juste le jeter dans les toilettes. » Donc il faut suivre les apparences, faire semblant de soutenir Israël, tout en le laissant se noyer. Lui laisser du temps, lui donner, vous savez, la corde dont il a besoin pour se pendre lui-même. Et l'exemple parfait, c'est exactement le programme nucléaire iranien. Et Trump, comme vous l'avez montré dans cette vidéo, Trump qui pour la énième fois insiste sur le fait que le mot correct pour décrire ce qui s'est passé, c'est que le programme nucléaire a été anéanti. Pourquoi dit-il ça? La raison pour laquelle il le dit, c'est que le programme nucléaire iranien est exactement le même problème que celui des armes de destruction massive en Irak, en 2003. Cela crée une justification, un prétexte, mais le programme nucléaire en lui-même n'est pas l'objectif de l'intervention militaire occidentale. L'objectif, c'est le changement de régime. Trump ne veut pas de changement de régime. Donc, il est en train de dire, en substance, j'ai anéanti votre justification pour faire la guerre à l'Iran. Elle n'existe plus. Nous n'avons plus aucune raison d'aller en guerre contre l'Iran.
Et ainsi, tout s'est arrêté après une attaque de missiles, un bombardement, puis une riposte iranienne très symbolique, très polie, ce qui rendait évident qu'ils s'étaient parlé. Ils ont dit, écoutez, désolé, on est obligé de faire ça. Ça va arriver dans 48 heures, alors déplacez tout ce qui a de la valeur. On va lâcher quelques bombes, on va déclarer victoire. On comprend que vous deviez riposter, mais prévenez-nous pour qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de victimes. L'Iran a le pouvoir de rayer de la carte les 22 bases militaires américaines au Moyen-Orient et de couler leurs porte-avions. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont détruit une station radar au Qatar, ce qui était une frappe très précise et très efficace, mais annoncée à l'avance, afin que tous les soldats puissent être déplacés et il n'y a eu aucune victime. Bon, passons maintenant à l'Ukraine et au prochain sommet en Alaska. Il est évident depuis 2016 que Trump veut améliorer les relations américano-russes. Et là, c'est une ligne de fracture. Soit vous voulez travailler avec les Russes, soit vous voulez détruire la Russie. Parce que les empires, le système colonialiste de gouvernance, ne peuvent pas tolérer un rival. Depuis plus de 200 ans, ils sont obsédés par l'idée de détruire la Russie. Et que fait Trump? Il parle avec les Russes, il les rencontre. Il a eu, je crois, au moins 7 conversations téléphoniques avec Vladimir Poutine depuis son arrivée au pouvoir. Comparez ça à 0 contact diplomatique entre l'administration Biden et les Russes depuis 2022. Oui, il y a eu des relations diplomatiques en 2021, mais plus aucune depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc Trump, par la conduite réelle de sa politique, les actes concrets, les effets réels de ses mesures, montre que dans ce clivage entre 2 systèmes de gouvernance, il s'est détourné de cet empire globaliste, de ce système colonialiste de gouvernance. Si vous écoutez la rhétorique, ses déclarations à la presse, les annonces publiques, tout cela semble très confus. Mais je pense que ça fait partie des opérations de diversion, SCOP. Et il y a des raisons à ces diversions. Parce que pendant toute la période d'après-guerre, et quasiment tout le XXe siècle, les États-Unis ont été alliés au Royaume-Uni et aux Européens. Cela s'est enraciné dans l'esprit non seulement des décideurs américains, mais aussi du public. C'est devenu un fait culturel. Et depuis plus de 20 ans maintenant, en réalité depuis 2003, donc 22 ans, la Russie et Vladimir Poutine ont été diabolisés aux États-Unis et en général en Occident, en continu, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, zéro nuance. C'est Vladimir Poutine est maléfique, c'est un voyou meurtrier, un autocrate, un dictateur, il tue des journalistes, et ainsi de suite. Il va envahir l'Europe, blablabla. Donc, Trump ne peut pas arriver et dire « Eh bien, je vais jeter tous nos alliés européens, tous ces gens formidables de l'Ouest, aux toilettes, et je vais devenir ami avec ce dictateur maléfique. » Vous voyez, ça ne passe pas comme ça. Donc, il faut des diversions, de la désinformation, de la tromperie. Regardez, il n'y a que 3 ou 4 semaines, il disait à quel point il était terriblement déçu par Vladimir Poutine. Et maintenant, il invite Vladimir Poutine en Alaska pour une rencontre. Qu'est-ce que ça vous dit? Eh bien, ça devrait vous dire qu'il y a des choses en coulisses. Et c'est là que je dois dire que j'avais raison, car j'ai toujours pensé que les contacts, la coopération et la coordination politique entre l'administration Trump et le Kremlin sont bien plus étendus qu'on ne le croit. Puis on a appris par Marco Rubio qu'il y avait eu une série de réunions secrètes entre les 2 parties. On ne nous a pas dit de quoi il s'agissait. Tout ce qu'on nous dit, c'est « nous voulons un cessez-le-feu inconditionnel ». Je ne pense pas que ce soit vrai, car un cessez-le-feu inconditionnel est si évidemment inacceptable pour les Russes. Et ça dure depuis le début de l'administration Trump. Non? Avec le général Kellogg? Exactement. Toujours cette idée, il faut que les Russes acceptent un cessez-le-feu inconditionnel. Ce serait comme si vous êtes sur un ring de boxe, que vous êtes en train de réduire votre adversaire en bouillie et que quelqu'un dit « Non, 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 stop, on arrête le combat. On le reprendra dans un mois. » Mais il faut s'arrêter maintenant. Évidemment, le camp qui gagne ne veut pas ça. Il veut terminer le combat tout de suite, puisqu'il est déjà en train de le gagner. Encore quelques coups et c'est fini. Alors que si vous leur laissez un mois,
Ils vont récupérer, s'entraîner, repenser leur stratégie et leur positionnement. Et vous aurez pratiquement abandonné une victoire durement acquise. C'est tellement évident que je trouve impossible que les gens de l'administration Trump, s'ils ont un cerveau, même un QI moyen, insistent pour un cessez-le-feu inconditionnel et en fassent une condition préalable à des négociations avec les Russes. Donc évidemment, le fait qu'ils parlent sans cesse de ce cessez-le-feu inconditionnel est une diversion. Enfin évidemment, ce n'est pas si évident. Mais c'est ainsi que je le perçois, car sinon ce serait trop stupide. C'est tout simplement d'une stupidité si spectaculaire que je ne peux pas le prendre pour argent comptant. Donc tu sais, mon inclination est de penser qu'il y a un autre type d'accord qui se joue derrière les rideaux, en coulisses. Et le fait qu'ils vont se rencontrer en Alaska est très très significatif. Et d'après ce que je comprends, l'initiative d'inviter Vladimir Poutine en Alaska vient du camp de Donald Trump, de son administration. La semaine dernière, j'ai rencontré l'un des principaux stratèges militaires de Croatie, l'amiral Dovic. Il a dirigé l'armée croate pendant notre guerre, dans les années 1990. J'étais donc curieux, en tant qu'homme militaire, de connaître son opinion à ce sujet. La première chose qu'il a dite lorsque le sommet a été annoncé et qu'on n'avait pas encore révélé le lieu, c'est que très bientôt, nous allions connaître cet endroit. Et que l'annonce de ce lieu enverrait un message très, très important au monde. Il a affirmé que l'endroit choisi serait crucial. Ils ont dit l'Alaska, n'est-ce pas? Nous n'avions pas deviné l'Alaska à l'époque, mais nous étions presque sûrs que ce ne serait nulle part en Europe de l'Ouest. Alors, qu'est-ce que ça te dit? Cela devrait mettre fin à tous ces discours affirmant que les gens dans l'administration Trump sont stupides, qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, qu'ils sont dispersés, et que c'est le chaos. Je ne pense pas que ce soit le cas non plus, car le choix de l'Alaska est extrêmement significatif. Non seulement parce que c'est l'endroit où les deux continents se rejoignent, où la Russie et les États-Unis partagent en réalité une frontière, et que l'Alaska appartenait autrefois à la Russie, territoire que les Russes, pour des raisons stratégiques, ont vendu aux États-Unis. Mais aussi parce que, depuis 150 ans, des projets ont été proposés et étudiés pour relier physiquement les deux pays, en creusant un tunnel sous le détroit de Bering. Cela a été proposé par Vladimir Poutine aussi récemment qu'en 2014. Et en 2008 ou 2009, je ne me souviens plus exactement, lorsqu'il était Premier ministre de Russie, il a approuvé un important projet de développement des infrastructures pour le pays. Une partie de ce projet consistait à amener les chemins de fer jusqu'à la péninsule de Tchoukotka, afin de pouvoir les connecter au futur tunnel qui relierait la Russie aux États-Unis. Les Russes proposaient même de financer les 2/3 du coût du creusement de ce tunnel. La raison de vouloir faire cela n'était pas seulement le développement économique, mais aussi, je crois que c'est dans les mots du vice-président Henry Wallace, vice-président de Franklin Delano Roosevelt, de sceller l'avenir de la paix dans le monde. Relier physiquement les deux superpuissances, renforcer le commerce, la coopération et le développement économique mutuel, tout cela contribuerait à cultiver des relations amicales. C'est précisément la chose que l'autre camp, encore une fois, je reviens aux deux systèmes de gouvernance. Le système colonialiste européen essaie de saboter depuis des décennies. Si tu te souviens du premier mandat de Trump, pratiquement tout a été mis en œuvre pour rendre impossible l'amélioration des relations entre les États-Unis et la Russie. Donc, pour conclure toute cette réponse, ces mesures, ces développements, ces discussions sont énormes. Quand Trump parle d'être déçu de Vladimir Poutine de la manière dont il va mettre fin à la guerre, tout cela n'est que de la diversion, de la propagande destinée aux audiences occidentales, pour faire paraître Trump comme étant ferme, comme s'il imposait des solutions et des mesures à Vladimir Poutine, comme s'il était le mâle alpha dans cette combinaison. C'est purement intéressé pour ses propres raisons politiques. Mais la véritable orientation de la politique est très positive. Et c'est pourquoi je reste positif, même si je reconnais que Trump agit de manière très grossière, à la limite de la vulgarité, dans la façon dont il parle des autres personnes et des autres pays.
il est très facile de ne pas aimer Trump sur le plan personnel, puis de ne pas lui faire confiance en tant que président des États-Unis et dirigeant du monde occidental. Néanmoins, il faut essayer de le situer d'un côté ou de l'autre de la grande ligne de fracture géopolitique. S'il appartenait au camp globaliste, colonialiste, ce serait évident. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui est évident, c'est qu'il s'éloigne de ce camp et qu'il essaie de conclure des accords. Non seulement avec les Russes et les Chinois, mais aussi avec les Iraniens. Et je pense qu'il persistera dans cette voie. Réponse longue. Mais c'est pourquoi je reste optimiste quant à l'orientation politique des États-Unis sous Trump. Alors, comment situez-vous la situation entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans ce tableau d'ensemble? Ah, excellente question, excellente question. Écoute, je pense que Trump a maintenant en main un document qui lui donne un certain levier de négociation vis-à-vis de la Russie, de l'Iran, mais aussi de l'Azerbaïdjan, de la Turquie et de l'Arménie. Il s'est inséré en plein milieu de tout cela et il est presque devenu le gardien du passage grâce à ce document. Maintenant, les États-Unis peuvent-ils faire appliquer cet accord? Je ne pense pas qu'ils le puissent. Mais laissons cela de côté. Il y a une idée largement répandue selon laquelle la position de Trump serait antagoniste envers l'Iran et la Russie. C'est possible, et je suis sûr qu'il va en tirer tout le profit possible. Il va dire « Hey, vous voulez traiter avec nous? Nous allons avoir besoin des concessions suivantes. » Et ainsi de suite. Il va essayer, à 100%, bien sûr. Mais là où je vois un scénario plus probable, c'est que je pense que c'est dirigé contre la Turquie. Et je vais expliquer pourquoi. Les gens supposent souvent que la Turquie et les États-Unis sont alliés parce qu'ils sont tous deux dans l'OTAN. La Turquie étant la deuxième force militaire de l'OTAN après les États-Unis. Un grand pays puissant et important, blablabla, toutes ces choses. Mais si tu regardes les déclarations émanant de l'administration Trump au cours des 6 derniers mois, elles sont pratiquement ouvertement hostiles envers la Turquie. Je pense que les États-Unis sont très contrariés contre la Turquie au sujet de la chute du régime de Bachar al-Assad. Car, comme nous le savons désormais, je crois que toi et moi en avons déjà discuté, la chute du régime de Bachar al-Assad, en l'espace de 9 jours, en décembre de l'année dernière, a été un grand mystère. Une armée régulière de 250 000 soldats, disposant d'une force aérienne, de chars, d'artillerie lourde, de fortifications dans des positions stratégiques, et ainsi de suite, s'est effondrée en 9 jours face à une force composée au maximum de 30 000 djihadistes armés d'armes légères et de pick-up. Ils ont envahi le pays, sont allés jusqu'à Damas et ont rencontré presque aucune opposition. Je me suis dit, ce n'est pas possible, ça doit être une sorte de piège. Donc, il s'avère que très probablement, la décision a été prise par les Russes et qu'ils ont donné l'ordre, via les généraux de l'armée arabe syrienne, de ne tout simplement pas opposer de résistance et d'évacuer. Donc, ce que je sais maintenant, c'est que, nous le savions déjà, qu'une partie de l'armée arabe syrienne a évacué vers l'Irak. Mais j'ai aussi appris qu'une partie a évacué vers l'Iran et qu'elle y est toujours et qu'elle reste une force combattante viable, attendant le bon moment pour revenir en Syrie. Et donc, ce que nous avons également appris récemment, c'est que la Turquie, qui contrôle HTS, a complètement travaillé sur ce projet en coopération avec les services de renseignement britanniques. Vous savez, les Turcs étaient responsables de HTS et de l'assaut militaire. Mais les Britanniques sont responsables de la stratégie et vous savez, disons, appelons ça les aspects politiques de l'ensemble du projet. Pendant ce temps, les États-Unis restent alliés avec les Kurdes. Pas avec les Turcs, pas avec HTS, mais avec les Kurdes. Et les Kurdes sont des ennemis mortels des Turcs. Donc ils restent là. Et puis aussi, vous savez, il reste encore des éléments de l'armée syrienne libre, soutenus par les États-Unis, qui sont également en conflit avec HTS. C'est donc un énorme, gigantesque désordre. Maintenant, comment ce désordre est-il arrivé? Et comment les Britanniques ont-ils réussi à convaincre les Turcs d'incuber HTS et de se retourner contre la Syrie et le régime de Bachar al-Assad? Ils leur ont promis un soutien pour le projet Greater Tranya. Et le projet Greater Tranya a pour but d'unir d'une certaine manière tous les peuples turcs.
Vous savez, c'est tout le territoire à travers l'Asie centrale jusqu'à la Turquie. Donc, vous avez la Turquie, puis l'Arménie, puis l'Azerbaïdjan, qui est un pays turc, puis vous savez le Turkménistan, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et tout le chemin jusqu'en Chine. Ce sont les peuples turcs, c'est le projet Great Artania. Et donc Erdogan, je pense, a été séduit par l'idée qu'il pourrait émerger comme le grand unificateur des peuples turcs à travers l'Eurasie, et que cela le placerait dans une position extrêmement puissante, en tant que, vous savez, gardien de l'intégration eurasiatique. Et je pense que c'est ce que les services de renseignement britanniques ont utilisé pour le séduire, pour soutenir leur projet colonialiste au Moyen-Orient. Et en fait, je pense que c'est même pas une théorie du complot, je ne sais pas. Le chef du MI6, je crois qu'il est toujours à la tête du MI6. Il y a une nouvelle chef entrante du MI6, la femme, j'ai oublié son nom, mais jusqu'à très récemment ou jusqu'à maintenant, le chef du MI6 était Sir Richard Moore. Non? Sir Richard Moore a été ambassadeur britannique à Ankara pendant quelques années, je pense environ 4 ans. Il parle couramment turc. Il est ami proche d'Erdogan et c'est lui qui a essayé de recruter la Turquie dans non seulement leur projet moyen-oriental, mais aussi leur projet ukrainien. Vous savez, ils voulaient vraiment que la Turquie fasse partie de la coalition contre la Russie avec l'Ukraine. Ce qui, vous savez, grâce à la diplomatie très habile du côté russe, a permis de mettre la Turquie à l'écart et de l'empêcher de participer à cette guerre. Eh bien, pour la plupart, mais ils ont quand même poursuivi le projet syrien avec les Britanniques. Et cela, je pense, a beaucoup irrité les Américains, et maintenant, ils sont en relation hostile avec les Turcs. Et donc maintenant, tout ce projet d'unification du Great Artania a un maillon faible, qui est le corridor terrestre entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, avec le corridor de Zangezur. Et donc maintenant, en vous insérant exactement à cet endroit, vous êtes en position de devenir le gardien, ce qui signifie que vous tenez les Turcs par la gorge. Car tout le projet Great Artania se heurte à un mur à ce point, à moins que les Américains ne donnent leur accord. Mais quelles concessions vont-ils demander pour permettre que ce projet Great Artania aille de l'avant? Je pense que cela met vraiment les Turcs dans une position très embarrassante. Et, vous savez, une chose que j'ai également observée ces derniers mois, c'est que la Turquie a en quelque sorte disparu des gros titres. Vous savez, il y a une effervescence d'activités diplomatiques entre l'Azerbaïdjan, l'Arménie, l'Iran, la Chine, l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, la Russie, l'Arabie saoudite. Tout le monde vole partout. Ils se rencontrent, tiennent des sommets, signent des traités, font des choses. Personne ne semble parler à Erdogan. Les Chinois ne vont pas à Ankara. Les compagnies aériennes ne vont pas en Chine. Il ne va pas à Moscou. Les Russes ne voyagent pas vers... Personne ne parle aux Turcs. Les Américains ne parlent pas aux Turcs. Donc il me semble que la Turquie s'est engagée dans une aventure militaire britannique complètement folle en Syrie. Et le résultat a été qu'ils se retrouvent isolés. Et donc, lorsque les Américains s'insèrent pour prendre le contrôle du corridor de Zangezur, je pense qu'ils vont utiliser ce levier pour obtenir des concessions de l'Iran et de la Russie. Mais je pense que le mouvement réel visait en fait la Turquie. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Alex, vous avez mentionné Israël et le projet britannique au Moyen-Orient. Je suppose qu'ils veulent faire la même chose en Ukraine. Ils n'ont aucune fin en tête pour le conflit en Ukraine. Ils veulent le continuer aussi longtemps que nécessaire. Et d'autre part, ce qui est positif, à mon avis, chez Donald Trump, il n'a pas tellement de patience pour continuer un conflit qui n'a pas de fin.
Vous savez, parce que quand vous regardez Donald Trump et la façon dont il parle, c'est tellement incroyable. Vous savez, il se vante du pipeline Nord Stream, qu'il n'en faisait pas partie. Je ne sais pas pourquoi il faut faire ça. Ça ne fait pas bonne impression aux yeux des autres dirigeants. Vous savez, les gens, vous pouvez considérer la situation aux États-Unis, mais aux yeux des Chinois, Indiens, Russes, Iraniens, tous ces dirigeants, ils ne voient pas ça comme, vous savez, quand ils parlent ainsi, délégitimer en quelque sorte son argument. Vous savez, ce n'est pas un bon signe pour les relations internationales. Mais nous savons que Donald Trump ne veut pas continuer. Il ne voit pas le bénéfice de la guerre en Ukraine pour les États-Unis. Il veut envoyer plus d'armes, vendre plus d'armes aux Européens. Oui, mais d'autre part, il ne veut pas la guerre. Vous savez, il est en quelque sorte au milieu, vous savez, de la pression venant de l'Europe. Tout cela, soit dit en passant, est à cause de la poursuite du conflit en Ukraine. Ce n'est pas parce que l'Europe se préoccupe de la sécurité, c'est tout à fait, c'est à mon avis du non-sens. Et comment voyez-vous cela? Comment voyez-vous Donald Trump gérer cela? Pensez-vous que le gars est capable de le faire? Je suis désolé, Nema. Juste pour être clair, capable de faire quoi? Capable de gérer, vous savez, garder les Européens et vendre des armes aux Européens, mais après tout, conclure une sorte d'accord en Ukraine qui rende impossible l'envoi de ces armes en Ukraine pour continuer ce conflit. Je suppose que les Britanniques et les personnes qui dirigent le dossier en Ukraine veulent la continuation du conflit. Comme nous l'avons vu, comme nous voyons depuis un moment la situation au Moyen-Orient avec Israël. Comment voyez-vous la situation? Parce qu'en réalité, tout cela se joue sur encore 3 ans et demi où Donald Trump serait au pouvoir aux États-Unis. À mon avis, ce que font les dirigeants européens va au-delà de cette période. Ils planifient déjà ce qui se passera après Donald Trump. Qu'ont-ils en tête? Selon moi, tout tourne autour du prochain président des États-Unis. Personne ne sait qui ce sera. Mais peut-être J.D. Vance, qui poursuivrait la même politique. Pourtant, ils espèrent, d'une manière ou d'une autre, prolonger le conflit en Ukraine. Oui, c'est exact. Et je pense que Trump croit fermement qu'il peut gérer tout cela. Et je crois qu'il a probablement raison. Parce que, comme vous l'avez dit, et c'est tout à fait juste, tout tourne autour de son pouvoir à l'intérieur du pays. Il s'est déjà rendu bien plus puissant qu'il ne l'était lors de son premier mandat, en partie grâce à l'adoption de la grande et magnifique loi. Et aussi grâce au ralliement d'Elon Musk et au passage de X des mains des globalistes à un nouveau gestionnaire. Aujourd'hui, X est devenu la principale source d'information pour beaucoup de gens dans le monde, ce qui le rend moins vulnérable à l'effet de propagande. Un autre point fort, la publication des documents du Russiagate. Et puis un levier de pouvoir très important, ce sont les dossiers Epstein que l'administration détient. Au lieu de les rendre publics, ils ont choisi de les utiliser comme outils de pression politique. Et puis, ce week-end, il a pris le contrôle de la sécurité de Washington, D.C., en la plaçant sous l'autorité du gouvernement fédéral. La maire et la police métropolitaine de Washington sont désormais sous la responsabilité du procureur général et, par extension, de Trump. Il a donc consolidé son pouvoir politique d'une manière beaucoup plus solide que lors de son premier mandat. À l'époque, il ne l'avait pas fait. Il était constamment attaqué, 24 heures sur 24, non seulement dans les médias, diabolisé à l'excès, mais aussi sur le plan judiciaire, avec ses procédures d'impeachment et ses procès à répétition. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais le moment clé sera celui des élections de mi-mandat. Les républicains loyaux à Trump devront conserver le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat. C'est, je pense, une des raisons pour lesquelles Trump se met en scène comme vainqueur dans chaque situation, qu'il signe des accords de paix ici et là, qu'il améliore la performance économique des États-Unis et qu'il vante constamment ses réussites. Son objectif est de consolider encore davantage sa position politique intérieure. Et de son point de vue, c'est la priorité numéro 1 de son gouvernement. Je pense que les dirigeants en Russie, en Chine et ailleurs comprennent cela. Ils ne sont pas stupides. Ils savent qu'une grande partie de ces déclarations tapageuses, disons-le, sont destinées au public et à la presse américaine. Ils ne s'en soucient pas.
Vladimir Poutine ne se formalise pas de ce qu'on dit de lui. On le diabolise depuis 23 ans dans la presse occidentale. Xi Jinping non plus, à mon avis. Ce qui compte, c'est les signatures sur les documents, les accords conclus avec les États-Unis. Alors oui, on peut dire que les États-Unis ne sont pas fiables, qu'ils ne respectent pas leurs engagements, etc. Mais avoir un accord reste mieux que ne pas en avoir, car cela offre au moins un certain levier. Peut-être qu'une future administration reviendra dessus, mais entre-temps, il y a beaucoup à faire et à gagner. Pas seulement sur le plan économique, commercial, scientifique, culturel ou pour la paix, mais aussi en matière de désarmement nucléaire. C'est un point que Trump et son administration ont déjà évoqué. Et il est clair que tout accord entre les États-Unis et la Russie inclura à l'avenir un volet sur ce désarmement. C'est pourquoi je pense qu'il pourra gérer la situation. Ses interlocuteurs ne s'attardent pas aux pics destinés à son électorat intérieur. Ils se concentrent sur ce qui est réellement négocié. Et le fait qu'ils se rencontrent demain en Alaska, vendredi 15 août, montre qu'ils sont déjà tombés d'accord sur des points essentiels. Sinon, Trump et Poutine ne se déplaceraient pas juste pour voir quoi faire face à une situation confuse. Leurs délégations ont déjà discuté en profondeur de nombreux sujets. Et le fait qu'ils aient pu organiser ce sommet si vite prouve qu'ils se sont facilement entendus sur des questions très importantes pour les deux camps. Pour l'Europe occidentale et pour les Britanniques, la seule question qui compte, c'est l'Ukraine. Voilà pourquoi, sur ce dossier, Trump raconte beaucoup de choses absurdes. Il veut garder un levier sur l'Europe et le Royaume-Uni, qui le veulent désespérément à leur côté dans le projet Ukraine. Ils sont prêts à presque tout accepter, comme on l'a vu il y a 2 semaines en Écosse, lorsque Trump a convoqué Ursula von der Leyen et Keir Starmer. Ursula von der Leyen a alors accepté 750 milliards de dollars de contrats énergétiques, 600 milliards de dollars d'investissements directs de l'UE aux États-Unis, ainsi qu'un volume massif, non divulgué, d'achats d'armes américaines. Que ces armes soient ensuite transférées à l'Ukraine importe peu. Si personne ne sait les utiliser, cela ne change rien au cours de la guerre. Ce qui importait surtout aux Britanniques, c'était que les États-Unis garantissent la sécurité de Kiev, d'un gouvernement aligné sur l'Ouest. Trump a refusé net. Or, c'était la seule chose qui aurait pu changer le cours du conflit. Le plan prévoyait que Français et Britanniques insèrent leurs forces de sécurité, qu'ils ont d'abord appelées forces de maintien de la paix, puis forces de réassurance, en Ukraine comme force déclencheur. Ensuite, lorsque les Russes auraient détruit ces troupes, ils auraient pu se tourner vers les États-Unis en disant « Maintenant, il est temps d'honorer votre engagement. Vous avez dit que vous fournissiez une garantie de sécurité. Nos troupes viennent d'être anéanties, vous devez aller affronter la Russie. » Donc c'était l'objectif, amener les États-Unis dans le jeu et ensuite faire escalader vers une guerre totale entre les États-Unis et l'OTAN contre la Russie. Trump a dit non. Et c'est la décision la plus importante parce qu'elle supprime complètement toute possibilité pour les États-Unis d'entrer directement en guerre contre la Russie. Et ensuite, vous savez, pour le reste de l'OTAN, de prendre en charge la Russie sans la garantie de sécurité américaine, c'est essentiellement une mission suicidaire. Alex, ce qui m'inquiète, c'est la manière dont Donald Trump se comportait jusqu'ici. Il a envoyé Steve Witkoff pour parler avec les Russes, et d'une manière ou d'une autre, soudainement il a disparu de la scène. Et il n'y avait aucun dialogue officiel entre les États-Unis. Vous avez dit que Rubio parlait des coulisses, ils se parlaient entre eux, mais ce que nous avons constaté, c'est qu'il n'y a eu aucune discussion officielle. Donald Trump a juste dit « Nous quittons la scène. Les Ukrainiens vont parler avec les Russes. » La plupart du temps, il parlait de prisonniers et de toutes ces petites questions. Donc, dans cette vidéo, quand il parlait de la réunion en Alaska, il a dit que la première réunion allait se tenir entre les États-Unis et la Russie, et il parlait immédiatement d'une seconde réunion avec Zelensky présent, parlant avec le président russe. Donc, si on veut que je sois là, je serai là. Vous savez, c'est le problème à mon avis. Pourquoi avez-vous besoin d'amener Zelensky? Vous savez, Zelensky ne veut pas mettre fin au conflit en Ukraine. Sa survie dépend de la continuation du conflit.
Pourquoi avez-vous besoin d'amener Zelensky? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et je pense que c'est une de ces choses tellement stupides. Je n'arrive pas à croire que ce soit ce qu'ils ont l'intention de faire. Vous savez, il y a quelques problèmes avec Zelensky, et l'un d'eux est que, depuis mai 2024, il n'est plus le président de l'Ukraine. Il est essentiellement un dictateur militaire. Et vous savez, il est très évident que si vous signez un quelconque traité avec Zelensky, une future administration pourrait entrer au gouvernement et dire « Nous ne reconnaissons rien de ce que Zelensky a signé parce qu'il n'était pas légitimement le président de l'Ukraine. » Parce que la constitution ukrainienne est très précise sur le fait que le mandat du président est de 5 ans, pas un jour de plus, et qu'il ne peut être prolongé pour aucune raison, et que les élections présidentielles ne peuvent être reportées pour aucune raison. Guerre, pas guerre, urgence, c'est 5 ans, et c'est tout. Donc le fait que Zelensky soit toujours président, il est illégitime. C'est donc une perte de temps de discuter et de signer quoi que ce soit avec lui. Et c'est tellement évident que je suis sûr que l'administration américaine, les gens de l'administration, comprennent parfaitement cela. Alors pourquoi Trump dit-il toutes ces choses? Je pense que c'est, encore une fois, une manœuvre visant les dirigeants des nations d'Europe occidentale qui insistent pour que Zelensky soit inclus dans ces discussions. Pourquoi? Ils n'expliquent pas exactement, mais ils pensent juste que c'est ainsi que cela doit être. Et ils ignorent le fait que Zelensky est complètement illégitime. Je pense qu'après la réunion, nous pourrions... Je soupçonne, et je n'ai aucune preuve à ce sujet, mais je soupçonne qu'une partie de la solution sera qu'il doit y avoir un gouvernement intérimaire, que Zelensky ne peut rien signer de tout cela. Il faudra donc un gouvernement intérimaire. Le représentant légitime du côté ukrainien pourrait être le président du Parlement, le chef du Parlement, parce que la constitution de l'Ukraine permet de reporter les élections parlementaires en cas d'urgence de guerre, pas le président. Donc, le président du Parlement pourrait être le dirigeant légitime de l'Ukraine. Mais ensuite, une partie de l'accord pourrait être des élections anticipées. Et si les États-Unis soutiennent Valery Zny comme nouveau président de l'Ukraine, ce sera un autre signal que c'est un accord entre la Russie et les États-Unis. Parce que les Britanniques ne veulent pas vraiment de Zelensky. Ils préféreraient Poroshenko ou je ne suis pas sûr s'ils veulent Timoshenko. Quel est son nom? Oui, j'ai oublié son nom. Timoshenko, la petite femme blonde qui était Premier ministre? Oui. Là, je pense que les Britanniques ne sont pas très sûrs à propos de Zelensky, mais vous savez, nous avons eu cette photo dans Vogue de Zelensky, ce qui signifie en gros que quelqu'un le pousse en avant. Et j'ai remarqué que tout cela s'est produit depuis le moment où Trump rencontrait Starmer en Écosse. Donc, il me semble que Trump exerce une pression pour que Zelensky prenne le pouvoir. Et si c'est le cas, je soupçonne très fortement que c'est un accord entre Trump et Poutine. Cela fait partie de cet accord. Et donc, je pense que nous découvrirons tout cela. Je ne perdrai même pas de temps à analyser les déclarations de Trump. C'est pas... Il ne vous dit pas la vérité. C'est une manipulation, c'est une tromperie, et je pense que c'est destiné à des gens comme Merritt, Starmer, Macron et Van der Land, afin qu'ils puissent encore espérer que papa est toujours avec eux, qu'il finira par les sauver, et qu'ils devraient dépenser tout leur argent pour les armes américaines et consacrer 5% de leur PIB à l'OTAN, et ainsi de suite. Je pense que c'est la raison de tout cela. Vous savez, je pourrais me tromper, mais une autre chose que je voulais ajouter, parce que les gens disent souvent « Oh, assez de ce jeu d'échecs à 5 dimensions que Trump joue », parce que comment Trump étant aussi superficiel qu'il semble, pourrait jouer aux échecs à 5 dimensions de cette manière. Vous savez, je lui donne trop de crédit. Je pense que cela nous apparaît comme un jeu d'échecs à 5 dimensions parce que nous avons été systématiquement mal informés sur ce qui se passe réellement. Si vous êtes dans les couloirs du pouvoir au gouvernement et que vos services de renseignement vous disent ce qui se passe et qu'ils sont sur le terrain en Ukraine, alors ce n'est pas un jeu d'échecs à 5 dimensions. C'est plutôt du type mafia. Tout ce qu'il faut, c'est du flair de rue. Il suffit d'avoir un esprit de gangster et c'est ce que vous feriez.
Le fait que cela nous apparaisse comme un jeu d'échecs à 5 dimensions, de notre point de vue, ne le rend pas réel. Ce qui se passe à Gaza est absolument scandaleux. Je pense que Netanyahou est allé beaucoup trop loin. Je pense qu'il a perdu le fil. Et je pense que ce que nous voyons cette nuit, avec l'attaque sur la ville de Gaza, est absolument inacceptable. La situation que nous observons est absolument scandaleuse. Absolument scandaleuse. Cela provoque davantage de catastrophes humaines à travers Gaza. Nous, en tant que communauté, nous avons travaillé ensemble avec d'autres pays partageant les mêmes idées. Nous sommes un petit pays très éloigné, avec un commerce très limité avec Israël. Nous avons très peu de liens avec ce pays, mais nous avons défendu des valeurs et nous avons continué à les exprimer de manière constante. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'Israël n'écoute absolument pas la communauté internationale. Nous avons demandé, vous savez, que l'aide humanitaire soit délivrée sans entrave. Cela n'a pas été fait. Nous avons déclaré que le déplacement forcé de population et l'annexion de Gaza constitueraient une violation du droit international. Nous avons dénoncé ces choses à plusieurs reprises, encore et encore. Vous avez vu la Nouvelle-Zélande rejoindre nombre de nos amis et partenaires dans le monde pour faire ces déclarations, mais Israël n'écoute pas. Et donc, ce que nous voyons, c'est que l'attaque contre Gaza City est une question vraiment grave, car nous ne voulons pas éteindre la voie vers une solution à 2 États. Oui, il a littéralement résumé ce qui se passe avec Benjamin Netanyahou. Il ne se soucie de personne. Il pense pouvoir atteindre son objectif avant de quitter son poste en Israël. Il a même déclaré qu'il allait attaquer l'Iran. Peu importe si les États-Unis veulent l'aider ou non. Comment voyez-vous Israël, Alex? Comment voyez-vous la situation? Parce que tout le monde parle de ce qu'Israël fait à Gaza et ils essaient de dire qu'ils gagnent et qu'ils sont prêts à attaquer l'Iran à nouveau. Quelle est votre analyse? Je ne veux pas juger le Premier ministre de Nouvelle-Zélande, car je ne le connais pas assez bien, ni ses positions, mais cela fait presque 3 ans maintenant. Cela fait environ 670 jours que dure ce massacre à Gaza, et soudain, tous trouvent cela totalement révoltant. Mais c'était déjà totalement révoltant dès le premier jour. Et la plupart des dirigeants occidentaux se sont empressés d'affirmer qu'Israël avait le droit de se défendre. Ils continuent même à dire que ce n'est pas une famine, que ce n'est pas un génocide, et ainsi de suite. Donc je n'aime même pas les entendre prétendre qu'ils se soucient réellement ou qu'ils ont une boussole morale, parce que ce n'est pas le cas. Ils sont simplement gênés maintenant, car la révolte populaire atteint de telles proportions qu'il devient impossible de défendre les actions d'Israël avec la moindre nuance. En ce qui concerne Benjamin Netanyahou, je pense que sa priorité est de se battre pour sa survie politique. Son projet de Grand Israël est, à mon avis, la seule vision mobilisatrice, si l'on est sioniste, qui le maintient pertinent, car il perd sur tous les autres fronts. Ils étaient censés nettoyer Gaza en 2 semaines et vaincre le Hamas. Or, des soldats israéliens continuent de mourir à Gaza face au Hamas. Le Hamas est toujours là et reste une force combattante viable. Ils ont éliminé des dirigeants du Hezbollah, mais le Hezbollah est toujours là, également viable. Et maintenant, ils sont sur une trajectoire de collision avec la Turquie. Recep Tayyip Erdogan est tombé dans le piège, a pris Damas, et il y a maintenant un conflit entre Turcs et Israéliens qui s'intensifie. C'est un conflit que ni l'un ni l'autre ne voulait vraiment, mais qui est désormais inévitable. Ils ont mis en place une zone de désescalade. Mais les 2 camps sont convaincus que la guerre arrive, que c'est inévitable et que cette zone est trop tardive et insuffisante. Israël a même reclassé la Turquie comme son ennemi numéro 1 dans la région, reléguant l'Iran au second rang. Et je reviens à cette question. Pourquoi personne ne parle à Recep Tayyip Erdogan? Pourquoi Recep Tayyip Erdogan ne parle-t-il à personne? Il y a 2 jours, nous avons appris qu'Abu Mohamed al-Joulani avait contacté les Russes pour demander leur protection, pour leur demander de désamorcer les tensions entre le gouvernement djihadiste actuel à Damas et les Israéliens. Mais pourquoi Recep Tayyip Erdogan n'a-t-il pas appelé Vladimir Poutine pour cette raison? C'est très étrange qu'il soit complètement absent. Je pense qu'Israël est en train de sombrer. Leur économie est en ruine.
Leur gouvernement échoue. Leurs troupes sont épuisées. Les désertions augmentent fortement. Les attaques iraniennes ont gravement endommagé leur infrastructure et je pense que leurs 3 grands ports sont désormais très touchés. Le commerce a chuté au minimum et ils restent actifs sur 7 fronts, tout en voulant en ouvrir un 8e contre le Pakistan. Tout cela ne mène nulle part et je pense que Benyamin Netanyahou cherche seulement à rester pertinent et en vie. Ce matin même, il a déclaré publiquement que sa vie était menacée et qu'il craignait pour sa sécurité. J'ai l'impression qu'il joue la carte du grand Israël pour réaffirmer son leadership et pousser les gens à croire en quelque chose pour lequel il se bat. Alors qu'en réalité, il ne se bat que pour lui-même. Il s'adresse surtout au noyau le plus fanatique des colons sionistes. Je ne vois rien d'autre que de la désespération de sa part. Et je ne pense pas que les États-Unis puissent faire quoi que ce soit pour aider Israël. Je pense que cela va pousser l'Inde à s'engager encore plus dans les BRICS. Cela va lui donner une raison supplémentaire de se rapprocher de la Chine. Ils ont déjà en grande partie réparé leurs relations, mais cela va renforcer leur motivation à bien s'entendre avec leurs voisins et à ne pas dépendre des États-Unis. L'Inde a été perçue comme hésitant entre, d'un côté, les BRICS et l'intégration multipolaire, et de l'autre, le monde occidental. Ce genre de position vient souvent de réalités politiques internes. Ce n'est pas forcément que Narendra Modi soit, comme Recep Tayyip Erdogan, un homme qui veut s'asseoir sur 2 chaises à la fois. Mais il y a en Inde une partie du spectre politique très pro-occidentale et une autre qui voit bien les signes et dit « Écoutez, il faut changer notre politique car l'Occident nous mène droit dans des guerres préparées pour nous. » Cependant, les mentalités et les intérêts en place depuis des décennies ne disparaissent pas d'un claquement de doigts. On ne peut pas simplement dire « Maintenant, nous allons devenir les meilleurs amis de la Chine » et négliger complètement nos relations avec les États-Unis et l'Europe occidentale. Car beaucoup d'Indiens vivent en Europe occidentale, ont étudié à Oxford ou à Cambridge et se sont intégrés à ce système occidental. Il y a aussi de nombreux Indiens au Canada. Ces liens influencent encore fortement la conduite de la politique étrangère indienne. Mais je pense que, d'une certaine manière, Donald Trump affaiblit les arguments des Indiens pro-occidentaux et renforce ceux de ceux qui disent « Non, il faut s'engager pleinement dans les BRICS, éloigner notre commerce du système financier occidental de SWIFT et nous tourner vers ces nouveaux marchés émergents, ces systèmes de paiement et ces nouvelles monnaies. » À long terme, je crois que cela renforcera l'intégration multipolaire au détriment de l'Empire occidental.